Alors, Bienvenue à tous. Bienvenue à cette matinale de rentrée. Nous n'avons pas traîné, nous avons repris le rythme de nos réunions sous l'impulsion de notre dynamique commission communication présidée par Jocelyne Canetti. Et nous voici réunis donc ce deuxième mardi de septembre, puisque le deuxième mardi de chaque mois, c'est la date habituelle pour nous réunir et accueillir notre invité à la matinale traditionnelle de l'IEM. Vous êtes 100 personnes inscrites, nous ne sommes pas encore 100, nous ne serons vraisemblablement pas 100, mais nous espérons que le nombre de participants va s'accroître au fur et à mesure des minutes qui suivent. Vous êtes nombreux à ne pas être membres de notre association, soyez les bienvenus. Vous avez des profils diversifiés, nous accueillons bien sûr des avocats et des experts, et des médiateurs bien entendu, mais nous accueillons aussi une traductrice, nous accueillons un médecin, nous accueillons des retraités, nous accueillons des gérants de société, donc des profils très diversifiés. Soyez les bienvenus à cette matinale. Monsieur Aknin, bonjour. bonjour. Je suis Emmanuelle Duparc, présidente de l'association IEAM, qui a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Je vais dire un petit mot d'introduction et je vais très vite me taire pour laisser la parole aux animateurs de cette réunion. Pierre Aknin, vous me corrigez si je résume mal votre profil. Vous êtes scénariste et vous êtes réalisateur. Vous avez travaillé pour le théâtre, vous avez travaillé pour le cinéma, vous avez travaillé pour la télévision et vous travaillez toujours pour ces différents médias. Vous êtes par ailleurs professeur de direction d'acteurs devant la caméra au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Et c'est un petit peu à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui, le thème de notre matinale étant l'improvisation en médiation. Nous sortons de nos domaines techniques aujourd'hui, c'est peut-être ce qui a attiré bon nombre d'entre vous, mais c'est vrai que la médiation, ça n'est pas que des aspects techniques, il y a également des aspects d'art oratoire et autres, et donc nous sommes heureux de vous entendre sur ce sujet. Je passe la parole à Jocelyne ou Eric, je ne sais pas. Eric. Je passe la parole à Eric Seban, grâce à qui nous avons le plaisir de vous accueillir. Eric, le micro est à toi et je coupe le mien. Merci Emmanuel. Médiation et improvisation, deux sujets qui sont à mon sens totalement antinomiques au premier abord. La médiation, c'est des règles, c'est un process, c'est rythmé, où le médiateur va inviter les médias à sortir du cadre afin de trouver une solution au litige qui les oppose. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que le médiateur est lui-même capable de sortir du cadre? Est-ce qu'il est capable de gérer l'imprévu? Est-ce qu'il est capable d'appréhender le petit grain de sable qui va dérégler le rouage qu'il croit bien huilé? Alors, Pierre Aknin, j'aurais une première question à vous poser. Souvent, en cours de médiation, on est confronté à des médiés qui sont agressifs, vulgaires, violents. Quelle posture doit-on adopter face à ce genre de personnage? Alors, de prime abord, je vais faire un petit topo liminaire sur ma présence et le rapport entre l'improvisation, la médiation, le théâtre et le cinéma. C'est important de voir les corrélations pour qu'on puisse comprendre et je répondrai à votre question après. Donc, la médiation et le théâtre, c'est souvent considéré comme un travail avec une charge qu'on assure. Et la médiation et l'improvisation, c'est deux disciplines exigeantes. C'est-à-dire que quand on improvise, c'est pas parce que le mot improvisation signifie on va essayer de s'en tirer comme ça, qu'on on ne s'en tire pas comme ça. La loi de l'improvisation, c'est de connaître par cœur les choses pour pouvoir plus aller au fond de soi-même pour comprendre l'autre et donner d'autres sentiments. Donc, c'est une discipline exigeante. Alors, le comédien, lui, s'appuie sur des techniques qui sont axées sur l'écoute, la confiance en soi. Sur la confiance en soi, quelque chose qui est important, qui a un rapport avec le médiateur, la confiance en soi comme chez l'acteur, chez le médiateur et chez même le professeur, c'est la personnalité
de l'individu, qui est médiateur, qui est comédien ou qui est professeur. Suivant, par exemple, en tant que professeur, il est évident que certains élèves sont plus enclins ou enclines à écouter ce qu'on dit parce qu'elles sentent quelque chose qui pourrait nous rapprocher. Donc, ça, nous, on le sent, ça sera l'objectif d'une autre conversation, et ça, il faut le trouver et en profiter. Donc, toutes ces compétences, j'ai l'impression que la compétence d'acteur est presque indispensable pour le médiateur et pour l'improvisation parce que on met en avant l'empathie. Et je pense que chez un médiateur, comme chez un acteur, comme chez un professeur, l'empathie et l'affirmation de soi et l'autorité intérieure, c'est trois choses extrêmement importantes. C'est la condition sine qua non d'une réussite. En tous les cas, il faut développer ses capacités d'empathie et la présence à soi de l'autre pour se connecter avec son intérieur. Et je ne sais pas si je suis clair, mais se connecter avec son intérieur est la condition sine qua non pour être en relation en tant qu'acteur, en tant que professeur et en tant que médiateur. Voilà. Donc, j'ai la sensation que en renforçant son aisance, le médiateur, comme l'acteur, comme le professeur, réussit à intervenir dans l'intimité, parce qu'en fait, c'est bien là la cible. La cible, c'est l'intimité de la personne qu'on a en face de soi, qu'il faut aller toucher, comprendre et essayer d'amener vers une émotion. Alors, et donc, c'est pour ça que j'ai la sensation que dans ces trois choses, dans ces deux métiers, acteur et même réalisateur, parce que le réalisateur aussi est une sorte de médiateur. On est en empathie avec l'acteur. Quand on dirige un acteur sur un plateau, on est en empathie avec lui. C'est-à-dire qu'on est obligé il est obligé de nous faire confiance. On est obligé de lui faire dire ce qu'on a envie que nous, on a envie de dire, en lui faisant croire que c'est lui qui a éventuellement trouvé. Donc ça, c'est éventuellement de la manipulation, mais pas que, parce que dans cette improvisation avec l'acteur, souvent germe et on se nourrit de ce qu'il nous dit et une nouvelle idée apparaît. Voilà. J'ai essayé de globaliser d'une manière un peu fouillis, comme ça, comme l'est un peu quand on démarre une improvisation et qu'on connaît le sujet. Alors, si on connaît le sujet, c'est différent. Voilà. Ça, c'était un petit propos comme ça que j'ai essayé de concocter pour essayer de comprendre les choses. Éric ? Après cette introduction, Pierre, la question était comment gérer l'agressivité des parties. Ouais. Alors, comment gérer l'agressivité ? Il y a deux solutions. Soit le médiateur, il est médiateur, hein, c'est-à-dire qu'il a la tendance neutre. Soit il y a des nouvelles techniques. Il y a des nouvelles techniques. Je l'apprends parce qu'elle est extrêmement intéressante. Ça a été fait aux États-Unis il y a 4-5 ans, qui s'appelle la théorie de l'agressivité. C'est-à-dire que le médiateur devient agressif. C'est-à-dire qu'il prend parti, il est agressif avec l'un et avec l'autre. Comme ça, les deux parties se mettent ensemble contre lui. Et ça forme, et ça a été, souvent les Américains, ils ont des trucs comme ça un peu malins, et ça, alors c'est un oxymore, hein, parce que c'est contraire à la médiation, mais paraît-il que ça a plutôt marché. Et là aussi, ça rejoint, comment dirais-je, le truc de l'acteur. Alors, ça c'était un exemple extrême que je trouvais intéressant. Parce qu'il est on l'utilise très très peu en France, et je trouvais ça intéressant. Sinon, il y a plusieurs points sur la médiation, comme chez l'acteur. Hein. Je vais toujours faire un parallèle avec l'acteur, parce que moi je ne suis pas médiateur. Comme vous l'avez certainement dit, Eric, j'ai conseillé des hommes politiques. Mais je les ai conseillés en tant que pour qu'ils puissent s'adresser, pour qu'ils puissent comprendre, et la forme pour nous à l'époque n'était pas importante, c'était le fond qui comptait. Qu'est-ce qu'on a à dire?
Dans la médiation, vous avez à dire qu'est-ce que vous avez en face de vous pour que les gens puissent s'entendre. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, dans la médiation, je pense comme chez l'acteur, il y a l'accommodement à la personne qu'on a en face. On essaie systématiquement de s'accommoder d'une personne et de l'autre. On pèse le pour et le contre. On essaie d'avoir une neutralité. Cette neutralité n'est pas toujours évidente parce que si la personne qui s'occupe, qui est en médité, qui est là, est un peu psychologue, elle arrive à comprendre. Donc, il faut que l'accommodement soit, j'allais dire, neutre. On écoute l'un, on écoute l'autre, on n'exprime rien du tout. Et face à ça, il est possible que les deux parties puissent s'entendre. Et ça, c'est une des possibilités. Il y a une autre possibilité, pareil qu'avec l'acteur, j'ai pris les mêmes choses que je prends avec mes acteurs ou avec. C'est l'évitement. Soudain, vous avez affaire à deux protagonismes qui sont tortueux, qui arrivent souvent en Viet Cong dans une conversation sans l'aborder de front. Et là, ils font comme si le conflit n'existait pas. Et ça, c'est une position, c'est comme si deux acteurs étaient face à face, avaient un rôle à défendre. Il y en a un qui était l'accusé, l'autre qui était la victime, et ils font comme si l'accusé, il n'y avait pas d'accusé. Donc, on essaie de mener l'accusé à ce qui sort ses idées et la victime à comprendre pourquoi elle est victime. Alors, à ce moment-là, en pratiquant l'évitement, les gens, il faut, à mon avis, aussi pratiquer l'évitement et aller de l'extérieur vers l'intérieur pour que les deux parties puissent s'accrocher et s'entendre. Et ensuite, il y a une autre chose, ça s'appelle la collaboration. Là, on est entre gens intelligents, l'acteur sait quel rôle il a joué, il fait confiance au médiateur. Là, alors, je pense que chez les médiateurs, la confiance est la vertu première du médiateur, la confiance en soi. Il faut qu'il ait confiance en lui, qu'il ait confiance en les autres. Et dans ce cas-là, quand on peut travailler sur la collaboration, là, les choses se font. On n'a plus qu'à passer la parole et on devient un peu comme dans la grande librairie, ce que fait très bien Bunel. Il prend position, mais en même temps, il donne la parole et il essaie d'être, il est pas neutre, puisque bon, lui c'est un exemple un peu bizarre, parce qu'il fait venir des gens dont il aime les bouquins, mais il faut aussi avec la médiation, je pense, comme avec l'acteur, il faut les aimer. En tous les cas, leur donner la sensation qu'on est en empathie totale avec eux et qu'ils ont compris le problème que vous représentez. Et la dernière chose, c'est le compromis. Alors, à un moment donné, les deux parties ne sont pas tout à fait d'accord et on tente le compromis. Donc, en étant sûr de ne pas déborder, où va l'un, où va l'autre. Et là, on fait office un peu de balance de Roberval. Si c'est haut, si c'est bas, on essaie de rééquilibrer. Et généralement, le conflit, avec les acteurs comme avec vient souvent de la personnalité des protagonistes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, à votre question. Oui. Oui, très bien. Voilà. J'aurais une autre question, Pierre. Oui. Le médiateur, normalement, prend des notes, écoute les parties. Alors, pour ma part et un certain nombre de médiateurs, on a arrêté de prendre des notes. Ah bah oui. Pourquoi ? Pour regarder les gens quand ils parlent, pour regarder la partie qui écoute, mais je ne suis pas capable et je n'ai pas les outils pour comprendre, je veux dire les gestes, la gestuelle des parties et les silences des parties. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les silences et sur le langage du corps ? Alors, quant à prendre des notes, c'est le psy qui prend des notes, hein, c'est le psychiatre ou le psychanalyste. Le médiateur, je ne pense pas qu'il faille prendre des notes. Et il y a plusieurs trucs. Il y a ce que les gens disent, il y a le non-dit et il y a le langage corporel, ce que dit le corps.
Par exemple, il y a une anecdote que je trouve formidable qui résume totalement, et qui est connue, hein, c'est Agassi et Boris Becker. Agassi a trouvé un jour le moyen, il a compris, avec un geste que faisait Boris Becker, il se touchait 2 fois le nez, et quand il se touchait 2 fois le nez, il mettait son service à droite. Donc Agassi, à chaque fois, il l'a eu et il a gagné comme ça. Et ce n'est qu'à la fin de leur carrière qu'il lui a dit, bah, tu vois, j'ai remarqué que quand tu servais à droite, tu te touchais 2 fois le nez. Et je veux dire, ça, c'est un langage corporel extraordinaire. Parce que soudain, bah, les gens ont des tics, et c'est souvent, je pense aussi pour le médiateur, le regard surtout des gens. Donc la première chose, c'est observer le regard chez la personne. C'est la chose la plus importante pour moi, le regard. Parce que dans un regard, quand on soutient, quand on ne soutient pas, quand on baisse les yeux, quand on lève les yeux, il y a établir un dialogue visuel avec les yeux, avec les protagonistes, ça me paraît hyper important. Parce qu'ils ont l'impression, c'est un peu le regard, c'est un peu les sous-titres, les sous-titres de la parole. Je te dis ça, ça veut peut-être dire le contraire d'ailleurs, mais mon regard t'incite à dire quelque chose. Alors, sans faire de clignement d'yeux ou de choses comme ça, c'est le regard avec l'émotion que vous pensez avoir. À un acteur, quand il commence une scène, je le regarde avec l'émotion que j'ai envie qu'il transmette. Parce que, enfin, nous, on est surtout des transmetteurs. C'est-à-dire qu'on est des transmetteurs, on ne donne pas de cours magistraux, par exemple, au conservatoire. Il y a des techniques de respiration, tout ça. Effectivement, le médiateur peut les apprendre, parce que placer sa voix, faire des choses comme ça, respirer par le diaphragme, sont des choses extrêmement importantes, mais on apprend ça en 3 semaines et c'est extrêmement simple. Donc, je reviens, là j'ai un peu digressé, je reviens au début. Le médiateur, il s'exprime de 3 manières, oralement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'exprime en essayant d'être neutre. Alors, est-ce qu'on est toujours neutre? Est-ce qu'on peut être toujours neutre? Ça, c'est une question auquel je ne peux pas répondre. Je pense sincèrement qu'à un moment donné, on se démasque, on baisse la garde, et on a toujours une petite faille qui permet de comprendre l'intime de la personnalité. Et heureusement, on est, même si on essaie d'être le plus neutre possible, nos émotions, elles sont toujours, on a toujours moyen de les analyser. Donc, effectivement, les personnes qui sont en médiation peuvent sentir une certaine neutralité, mais il faut qu'ils sentent de la bienveillance. De la bienveillance. Et là, la bienveillance, ça se travaille. Parce que les gens, alors pareil, les acteurs, c'est quelque chose d'extrêmement important, ont besoin, alors je prends quelque chose un peu plus égocentrique pour les acteurs, je ne sais pas si c'est la même chose pour les médiateurs, ils ont besoin d'être aimés. Et le regard et la parole, quand on regarde quelqu'un droit dans l'œil, même pendant 3 secondes, ces 3 secondes sont extrêmement importantes, parce que si on travaille un peu à la Stanislavski et que notre regard, on parle comme ça et on regarde comme ça et on parle comme ça, ça veut dire autre chose. C'est une autre manière de communiquer, ne pas regarder l'individu quand on lui parle. C'est-à-dire, rentre dans ton émotion, rentre avec moi dans ton émotion, dans mon émotion, et on va réfléchir, on va communier de l'intérieur. C'est aussi une phase qui, chez le médiateur, peut être intéressante. Après le regard, après le non-regard et les silences. Et évidemment, les silences sont les choses les plus importantes. Quand on laisse 3-4 secondes de silence, vous avez automatiquement après une réaction physique, qui n'est pas obligatoirement vocale, mais qui est physique. Voilà. J'ai répondu en gros? Très bien. Vous avez indiqué que la neutralité du médiateur, pour vous, était sujet à caution. Je pense que ça appellera des questions tout à l'heure, mais cette neutralité, cette impartialité, c'est une réalité de la fonction de médiateur. Et de temps en temps,
on est soumis à nos émotions et ce qu'on doit faire, c'est ne pas laisser transparaître nos émotions. Parce que la situation qui se présente devant nous est déséquilibrée, parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, parce que peut-être que l'histoire d'une des personnes rappelle notre histoire. Comment faire pour ne pas laisser transparaître ces émotions? Un peu comme le joueur de poker qui a un carré d'as dans la main et qui ne doit pas le montrer parce que c'est perdu s'il le montre. Alors là je pense que c'est du travail d'improvisation. Il y a un groupe, pourquoi je dis ça, pourquoi je vais vous dire ça, il y a un groupe qui s'appelle la Ligue internationale d'improvisation. Donc, ils apprennent à être, on appelle ça blind, hein, on est comme ça, on rit, on fait ça, on écoute et on apprend à essayer techniquement de ne rien faire transparaître, d'écouter l'un, d'écouter l'autre, d'avoir toujours le même regard, la même écoute. Parce que je pense que pour être neutre, l'écoute est la chose la plus importante. Quand on écoute l'un et qu'on écoute l'autre et que le regard est consubstantiel de l'écoute, ils ont cette sensation d'être écoutés tous les deux le plus profondément possible, même en exagérant. Je pense que quelquefois l'exagération du regard ou de l'écoute peut donner, peut libérer la parole et l'émotion. Donc je pense que là c'est un travail, j'allais dire technique, pas technique. C'est jamais technique parce que l'émotion est toujours là, qu'on le veuille ou non. Alors ça c'est mon avis, hein. Mais en tous les cas, elle passera inaperçue si vous êtes malin et que c'est bien travaillé et que vous écoutez vraiment le mot, le regard, l'écoute profonde donne une égalité d'écoute entre les protagonistes. D'accord. Pierre Hackney, vous avez indiqué, ou Emmanuel tout à l'heure a indiqué dans votre CV que vous aviez été spin doctor, donc vous aviez accompagné des hommes politiques. On sort d'une campagne électorale, on a vécu un certain nombre. Et ce qui m'a toujours sidéré, c'est la manière des hommes politiques de réagir aux phrases assassines. On en connaît plein, il y a eu des pièces de théâtre sur des débats entre hommes politiques, mais comment faire pour ne pas être impressionné ou déstabilisé par une phrase qui pourrait être assassine? Alors, comment ça se passe? J'ai travaillé avec 3-4 hommes politiques, dont un qui m'a profondément touché. Je vais vous dire, c'est Michel Rocard, que j'ai admiré, que j'aimais profondément. Et au début, quand je travaillais avec lui, je lui disais quelque chose, il faisait exactement le contraire. Systématiquement, je ne sais pas pourquoi, il faisait exactement le contraire. Et puis, quelquefois, il s'apercevait, il n'y avait pas de raison ou tort, mais il s'apercevait qu'il ne suivait pas et que ça l'agaçait de suivre. Attendez, excusez-moi. Et un jour, je me suis aperçu, je lui ai montré des documents, je me suis aperçu qu'il disait jamais je. Il disait tout le temps nous. Et donc, il se mettait toujours comment dirais-je, en dehors du débat. Il était jamais dedans, alors que les autres, c'était je vais faire ça, nous allons faire. Et à partir de ce moment-là où on a compté les jeux, il a été un peu plus enclin à l'écoute. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pareil, c'est la confiance. Donc, ces hommes politiques ont travaillé beaucoup plus le fond que la forme. La forme est superfétatoire, à mon avis, elle vient du fond. Si l'homme politique connaît son sujet, s'il est convaincant, c'est qu'il est convaincu. Ou sinon, c'est impossible de vendre, enfin de vendre, oui, de vendre des choses. Donc, alors on a l'impression que quelquefois les hommes politiques ne savent pas vendre leurs choses et ne sont pas au plus profond de ce qu'ils pourraient exprimer. Alors, les phrases assassines, elles sont écrites, réécrites. Il y en a une quinzaine qu'on écrit et on ne sait pas lesquelles vont passer.
hein. Donc, il y a des répliques qu'on va généralement, parce que rien n'est inventé, il faut se le dire dans la politique, toutes les répliques, elles sont récupérées de la 4e République. Pendant la 4e République, il y avait des répliques formidables. Donc, on va chercher, on va réinventer, parce que l'art oratoire à l'époque était extrêmement, surtout sur la 4e, où il y avait beaucoup de débats, les gens se battaient, la Chambre des députés changeait sans arrêt, et l'art oratoire était à l'époque d'Édouard Herriot et tout ça, et donc on va chercher, alors après on en invente évidemment, mais on va chercher des choses qui ont marqué pour remarquer. Et donc ils ont sous la tête 15-16 répliques assassines, et après, voilà, il faut qu'ils les replacent. Alors, en réponse à ça, il faut les préparer, justement, on la sent la réplique arriver, et les préparer à réagir tout de suite. Donc, c'est le temps réactif entre, par exemple, la plus connue, c'est « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Là, Mitterrand s'est fait avoir comme un genou, parce qu'elle était placée au bon moment, au bon moment. Je ne suis pas certain. Il l'avait peut-être en magasin, certainement, parce qu'on disait beaucoup de la gauche à l'époque, les républicains indépendants et les RI pensaient que le Parti socialiste avait le monopole des… Et donc, il faut faire… Alors là, c'est l'improvisation. C'est de l'improvisation totale et c'est de la réactivité. Quelle est soit se taire, soit sourire, soit avoir la bonne réplique qui vient au bon moment. Bon, c'est un truisme ce que je suis en train de dire, mais généralement, quand il n'y a pas la réponse immédiate qui sort du cœur, autant ne rien dire, baisser la tête et continuer. Il vaut mieux un silence qu'une mauvaise réplique. D'accord. J'aurais une dernière question, Pierre Achnine. On a préparé cet entretien et en fait, vous m'avez dérouté par une de vos observations. Vous m'aviez dit en fait que le médiateur, on a répété qu'il était neutre et impartial, emmenait les médias où il voulait. Et donc, que le médiateur, finalement, voulait qu'une solution sorte de ce différend. Alors, et vous l'avez répété un peu tout à l'heure, est-ce que le médiateur est pour vous un manipulateur et est-ce que vous, metteur en scène, vous avez manipulé les acteurs? Ah oui, moi je fais que ça. Je veux dire que je pense que l'inconscient est beaucoup plus fort qu'on pense. Beaucoup, beaucoup plus fort. Et dans la médiation, bon, il y a le conscient, tout ce qu'on voit, et je fais confiance à l'inconscient, c'est-à-dire au travail que je vais faire et à ce que je vais dire. Et je pense qu'à un moment donné, alors moi, pour répondre à la deuxième question, je réponds à la première après, je manipule évidemment les acteurs. Je manipule les acteurs parce que j'ai une idée précise de comment jouer une scène, comment le personnage va évoluer, quelle couleur il va avoir, quelle émotion il faut mettre, ce qui ne veut pas dire que je ne change pas d'avis en chemin, parce que l'émotion de l'acteur peut me faire bifurquer vers des choses. Il faut surtout pas… Alors, la manipulation, à un moment donné, on est sûr de quelque chose. Si on a un acteur stupide en face qui ne fait que reproduire les émotions qu'on lui a dit et qui les reproduit bien, ce qui arrive souvent, eh ben, il faut être dictatorial. Voilà, là, alors la manipulation, c'est non, tu as mal dit la phrase, là, maintenant tu vas la dire plus bas, je ne comprends pas, maintenant tu montes, tu baisses. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Quand ils n'acceptent pas, on va au conflit. Quelquefois, on peut aller au conflit parce que le conflit est quelquefois extrêmement intéressant parce qu'il met l'acteur dans un état à fleur de peau et souvent, je vais au conflit, mais c'est des faux conflits parce que je suis anti-conflit profondément, c'est ma personnalité ça, mais je fais dire, bon, fais ce que tu veux, je m'en fous. Et cette espèce de conflit où j'y mets une dose de mépris, l'acteur, quand il parle avec la dose de mépris, eh ben, il n'est pas très content. Dans ce sens, je me dis que le médiateur, à un moment donné, que la situation, comment peut-on être profondément… Alors là, il faut être sûr avec soi-même, avoir la réponse à la question que vous posez.
L'autre a peut-être raison, il a peut-être des arguments, l'autre a peut-être des bons arguments, mais il les défend mal. Tout ça rentre dans la qualité du médiateur pour peser tout ça. Tout ça est très complexe pour essayer d'être le plus juste. Et en plus, la médiation, ce n'est pas une justice, c'est essayer d'écouter pour que les parties, la meilleure chose, c'est que les parties s'arrangent elles-mêmes, j'ai l'impression. C'est pas que nous, enfin vous, médiateurs, essayez. Donc, je me dis que systématiquement, mais peut-être je me trompe, hein, il y a pas de la manipulation, mais une manière d'amener les gens intelligemment, subtilement, ou même quelquefois ils ne savent pas où ils veulent aller et vous les amenez où ils veulent être amenés, ce qui est quelquefois possible. Alors, il y a un décryptage à la Champollion de l'émotion de l'autre, du regard de l'autre, qui fait qu'on va l'amener dans tel truc. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles techniques. Il y a des trucs techniques, mais en 3 heures, vous prenez les trucs, vous les apprenez. C'est surtout une introspection en soi-même et chez les protagonistes qui est la chose la plus importante. Alors moi, je pense qu'effectivement, on axe toujours la conversation, on axe un raisonnement, on axe une réponse, qu'on le veuille ou non, Mais peut-être je me trompe, hein. Merci Pierre Aknin pour ces éclaircissements. Je donne la parole à Jocelyne qui va peut-être commencer à vous poser quelques questions via le chat.